بسم يلا الله بسم الرحمن الله. الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بالاخوان ديال الجروب ديال تازا تنمية. الجروب c'est bienvenue au groupe. Malheureusement, on n'a pas assez d'adhérents pour participer au débat ديال le premier débat qu'on va tenir avec Sir Bgdouri. Le thème de notre débat d'aujourd'hui porte sur le rôle de la planification urbaine et plutôt territoriale dans la dynamisation du territoire de Taza. Et nous avons invité c'est Mohamed Habib Bgdouri, que au nom du groupe, je le remercie, pour exposer et en même temps débattre cette problématique-là, sachant bien que c'est Mohamed Bgdouri, c'est un ancien cadre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de territoire. C'est un ancien inspecteur régional de l'Aménagement de territoire et de l'Urbanisme de l'Oriental, du moment où on avait les régions, l'ancien, mais les régions de 16, mais je crois les régions de 8, c'est le Bgdouri. Donc, Sir Bgdouri, en même temps, c'est un architecte de formation et il est l'auteur de plusieurs études dans le domaine de planification urbaine, de l'urbanisme, de l'aménagement de territoire, de l'architecture. Et c'est l'auteur du schéma directeur et d'aménagement urbain de Taza. Donc, c'est un connaisseur de territoire de la province de Taza. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études sur la zone. Et avant de donner la parole à Sir Bgdouri, je donne la parole à Sir Youssef pour qu'il nous donne le cadrage du groupe avant d'entrer au débat. Tfadala, Sir Abdelhakim. Donc, merci infiniment, Sibrini, pour cette introduction. Bienvenue à Sir Bgdouri en tant que speaker pour le premier webinaire qu'on est en train d'organiser dans le cadre dans notre forum Taza Tanmiya. Donc, juste, on rappelle comment ce groupe a été créé. Donc, le groupe a été créé sur la base d'un constat qui fait que notre province de Taza, il a beaucoup de potentialités, beaucoup d'atouts, mais en termes de développement et d'avancée économique, il accuse un retard. Nous avons aussi constaté qu'il y a une faible implication des compétences issues de la province de Taza, qui sont partout au niveau du Maroc, au niveau global, qui ont beaucoup de compétences et de talents, mais qui sont faiblement impliqués dans les affaires de développement de notre province Taza. Donc, sur la base de ce constat, un groupe d'initiateurs, ils ont procédé à la création de ce groupe sur WhatsApp le 3 mars 2020, qu'on a appelé groupe de Taza Tanmiya, et pour lequel on a arrêté comme objectif, qui est déjà dans le groupe, il est écrit dans le groupe WhatsApp, c'est un espace de rencontre et d'échange entre l'Itazi et l'Itaziette pour connexion, pour échange de diverses informations et pour prise d'initiatives visant de près ou de loin le développement et le rayonnement de la province de Taza. Donc, malheureusement, après la création, on est entré dans la phase Covid et toutes les discussions et les échanges se sont focalisés sur Covid. Mais maintenant, on a jugé qu'il est opportun, après 116 jours de création de ce groupe, après l'adhésion de 59 membres, on a jugé opportun d'entrer en action par rapport aux missions qu'on a arrêtées pour ce groupe. Qui se veut comme une force de réflexion et de proposition pour le développement de la province de Taza, mais aussi un moyen de connexion et de networking entre les compétences ici de la province de Taza. Et nous avons, il y a quelques semaines, le groupe des fondateurs, on a proposé une première feuille de route provisoire pour commencer le travail du groupe, articulé sur deux axes. Donc, le premier, c'est concevoir des initiatives de développement de la province et les décliner sur le terrain. Et le deuxième, c'est l'échange et le partage des connaissances entre les membres du groupe sous forme d'un think tank, un groupe de réflexion, via des webinaires animés par des experts et compétences des membres du groupe ou éventuellement des invités.
Donc, par rapport au premier axe, juste pour un peu mettre les gens un peu dans le cadre de nos actions, les initiatives de développement, donc on a identifié 3 secteurs pour lesquels la province de Taza présente un fort potentiel de développement et beaucoup d'avantages comparatifs et une capacité d'attirer les investisseurs. Et nous avons convenu de travailler sur le IT, le tourisme et l'industrie agroalimentaire avec un focus sur les olives. Et cette liste, on a dit, elle peut être élargie par la suite s'il y a des personnes qui souhaitent travailler sur d'autres sujets, qui sont volontaires. Et on va créer un groupe de travail sur ces 3 thèmes, le IT, le tourisme et l'industrie, pour pouvoir collecter les données et faire un brainstorming, une consultation avec les membres du groupe sous forme de webinaire interactif pour sortir à la fin avec une initiative réalisable sur le terrain. Donc ça, c'est le volet concret sur le terrain. Le deuxième volet de notre feuille de route, ce sont les échanges et le partage des connaissances. Donc, il vise à favoriser l'échange et le partage des connaissances entre les membres, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers des webinaires. Donc, cela va nous permettre également de dénicher des expertises au niveau du groupe et d'identifier de nouvelles idées, initiatives qu'on pourra transmettre au premier axe qui est dédié aux actions de développement. Et puis un groupe de travail autour des thématiques intéressant le développement de la province sera créé pour organiser les activités de cette axe et pour capitaliser sur les résultats et les outcomes des webinaires. Le plus important, c'est qu'on va capitaliser sur les résultats des webinaires, les outcomes, les recommandations pour pouvoir alimenter un programme de développement de la province de Taza qu'on va élaborer au fur et à mesure de l'avancée de ce webinaire. Donc voilà un peu aujourd'hui, c'est le premier webinaire organisé par le groupe Taza Tanmiya. Donc, il porte sur le rôle de la planification urbaine et territoriale dans la dynamisation du territoire de Taza. Et il sera animé par M. Mohamed Habib Bagdouri, que nous remercions encore une fois d'avoir été volontaire pour participer au premier webinaire de notre groupe. Voilà un peu le cadrage de ce webinaire et le cadre dans lequel on est en train d'agir aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Sibrini pour continuer la suite du programme qu'on a arrêté pour cette rencontre. Merci. Merci beaucoup, c'est Youssef. Et je donne la parole à C. Mohamed Habib Bagdouri. Bien, alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à ce débat. Ensuite, je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire. Le problème que vous affrontez et la manière avec laquelle vous l'affrontez, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est que nous sommes dans une situation où le devenir des territoires n'est pas pris en main ni par les connaisseurs, ni par les experts. Il est pris en main par d'autres acteurs qui finalement agissent, même quand ils agissent de bonne foi, ils ne savent pas quoi faire. Donc il faut. Et donc le fait qu'il y ait un pôle opérationnel, je ne parle pas, on peut avoir un pôle d'intellectuels, il faut de la poésie ou autre, c'est bien, mais il faut des experts opérationnels qui puissent devenir une force de proposition, qui innove, qui donne des idées, qui peut guider pour développer le territoire. Parce que le développement, s'il n'est pas territorialisé, ce n'est pas un développement, c'est un développement à ce moment-là sélectif, il n'arrive pas jusqu'au sol, donc il est très sélectif. Alors, là, je rentre un peu dans le sujet, c'est que je voudrais tout d'abord lever quelques ambiguïtés en ce qui concerne notre sujet. D'abord, la planification urbaine n'est pas l'urbanisme. Souvent, on entend des confusions entre ce qui est planification urbaine et urbanisme. Alors, l'urbanisme, c'est un outil parmi d'autres au service de la planification urbaine. Ça veut dire que la planification urbaine est plus globale que l'urbanisme. Deuxièmement, la planification territoriale dépasse le champ de l'action de la planification urbaine.
parce que la planification urbaine s'intéresse aux établissements humains, tandis que la planification territoriale s'intéresse à tout ce qui concerne le territoire dans sa globalité et sa complexité, par exemple les écosystèmes, l'action humaine, entre autres, en termes d'infrastructure, d'organisation sociale, de pratiques culturelles, etc. Et donc, la planification territoriale, ce que l'être humain fait ou doit faire ou est censé faire pour toucher la totalité du territoire dans sa globalité, avec tout ce qui est sur le territoire, comme éléments naturels, comme faune, comme flore, etc. Et nous ne sommes pas les seuls vivants sur la Terre. Voilà ce qu'il faut retenir. La dynamique territoriale aussi n'est pas le fruit de la planification territoriale. Elle existe, elle évolue et c'est indépendamment de la planification. Le territoire est vivant, il a sa revanche, il agit, il réagit. Donc, de lui-même, il peut vivre, continuer à vivre sans, sans même la planification. Donc, le territoire n'est sensible à la planification que relativement. C'est-à-dire que la planification peut organiser, coordonner, orienter l'action de l'homme pour favoriser, amplifier, réorienter ou anéantir certaines composantes dynamiques, mais la dynamique existe elle-même. Ce qui voudrait dire que la planification de l'espace est dans une dimension humaine, et aspect plus global. Merci de fermer le micro. الاخوان سدوا لي ميكرو خليو غير سي الحبيب الله يرضي عليكم اللي عنده الميكرو يسدوا لانه كاين دي اون اونتون لي فوا دي زونفون. C'est bon? C'est bon. Alors, donc, je disais donc que les planificateurs de l'espace, aussi bien dans sa dimension liée strictement aux établissements humains que dans un aspect plus global, doivent tout d'abord faire preuve de modestie. Deuxièmement, considérer l'espace comme un lieu de vie qui n'est pas fait exclusivement pour les humains. Troisièmement, que les générations futures ont des droits sur la génération actuelle. On n'a pas le droit d'agir dans cet espace dans lequel nous vivons comme si nous étions éternels et comme s'il n'y en a pas d'autres générations qui vont venir. La réflexion peut être très longue sur ce sujet-là, mais l'objectif recherché à travers ce petit rappel est de prendre conscience de la relativité de l'action du planificateur et même de la gravité aussi de ses actes, parce que c'est à la fois très relatif, c'est aussi très grave. Alors là, je rentre après cette petite introduction, je rentre dans le vif du sujet, TSESA et la planification urbaine. Est-ce que TSESA n'a pas fait l'objet de planification urbaine? Alors d'abord, il faut noter que TSESA fait partie du réseau urbain traditionnel marocain qui compte 33 villes, si l'on considère seulement les frontières actuelles du territoire national. Mais si on considère l'époque pendant ces 33 villes ont été créées, ben, il y en a beaucoup d'autres qui existent sur le territoire qui, dans le temps, appartenaient au territoire marocain et qui aujourd'hui appartiennent à d'autres pays. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'Andalousie, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Mali. Donc, il y a un certain nombre de pays qui faisaient partie de l'empire maghrébin. Je pense aux Almoravides, aux Almohades, aux Mérinides et aux Saadiens. Donc, ceci pour dire que TSESA fait partie d'un réseau urbain traditionnel, très ancré dans l'histoire. C'est un point très fort. Toutes les villes, nous sommes à peu près à 400 villes et centres urbains au Maroc aujourd'hui. Les villes traditionnelles comptent 33.
Donc, c'est quand même une denrée rare et qui, sur le plan qualitatif, a quelque chose qui ne peut ni être acheté ni vendu. L'histoire, elle est là où il n'est pas là. Donc, c'est un atout majeur. Il faut aussi noter que Tsaza est la première ville du royaume à être déclarée comme municipalité sous le nouveau régime instauré par le protectorat français. Il a été érigé en tant que municipalité en 1917. Tsaza aussi, donc maintenant je vais parler de période plus récente, il a été doté d'un document de planification urbaine, à savoir le schéma directeur d'aménagement urbain, en 1990, puis d'un deuxième schéma directeur en 2015. Donc, sur le plan de la planification urbaine, Tsaza, depuis, si je parle des années 80 90 jusqu'à maintenant, ou même 80, elle ne souffre pas d'une carence de planification urbaine. Et je voudrais souligner ça parce que ça a un rapport avec ce que je vais dire après. Tsaza aussi est la première ville du royaume à avoir mené une opération d'éradication totale des bidonvilles. Le Maroc, d'ailleurs, a été primé pour ça par ONU Habitat. C'était en 1994. Avant même, beaucoup avant l'idée, ou de la fameuse idée du programme des villes sans bidonville qui date de 2004, donc 10 ans après. Ça veut dire que Tsaza a peut-être inspiré ce programme de villes sans bidonville. Il y avait 4000 et quelques familles qui vivaient dans le bidonville, ils ont été entièrement éradiqués entre 88 et pratiquement 92 du siècle précédent. L'investissement à Tsaza dans le domaine du logement, que ce soit l'investissement privé ou public, a pris des proportions très importantes, ou disons trop importantes, par rapport aux autres secteurs productifs. Donc pendant longtemps, le secteur du logement a était le premier secteur à attirer les investissements à Tsaza. Tsaza aussi a subi le contre-coup des dérogations qui ont donné lieu à une non-planification. Donc, on voit un peu les contradictions dans ce parcours de la ville. En termes de planification urbaine et même de l'urbanisme réglementaire, la ville n'a pas manqué de référentiels durant les 3 dernières décennies. Mais il y avait, avant ces 3 dernières décennies, il y avait un grand vide entre les années 50 et les années 90. Donc, la ville a évolué entre 50 et 90, pratiquement sans référentiel en termes de planification urbaine. La Médina de Tsaza a bénéficié, il était peut-être la deuxième ville ou la deuxième Médina du royaume qui a bénéficié d'une étude de réhabilitation et de mise en valeur très tôt par rapport aux autres Médinas. Donc, elle a aussi cet atout. Là, donc, c'est juste pour donner le contexte. Maintenant, Tsaza, dans la dynamique territoriale, comment il se présente? D'abord, il a évolué d'un découpage. Chaque fois qu'il y a un découpage régional, Tsaza change de référentiel en matière de découpage régional. Ce qui, évidemment, a des répercussions sur la ville elle-même, sur son environnement, parce que la stabilité en termes de découpage territorial, donc c'est donc le côté institutionnel, côté gouvernance de la chose, est une chose très importante pour un développement et un développement territorial, parce que qui dit développement territorial dit développement à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se prépare en quelques années et on en finit. Donc, sans vouloir critiquer à tout prix l'ancien découpage régional, il suffit de constater que son impact sur la ville n'a pas été très visible, en fait. Ceci en plus de la question de la stabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, nous sommes dans un nouveau découpage. Ce nouveau découpage qui est rattaché Fès et qui est rattaché Tsaza à Fès Meknes, mais en même temps qu'il a détaché de Guelsif, qui regarde maintenant vers l'est.
et qui constitue, entre parenthèses, un vrai concurrent de la ville de Tsaza aujourd'hui. Alors, ce nouveau découpage, il est non seulement, il est nouveau, évidemment, il a changé l'orientation de la ville, mais il est nouveau aussi au niveau contenu constitutionnel parce que c'est une nouvelle constitution, 2011, mais ce sont de nouvelles lois et donc c'est une nouvelle manière de gouverner le territoire qui est là. Ce n'est pas seulement un changement de découpage, c'est aussi un changement en termes de gouvernement. Maintenant, ce changement, il est face aussi à des fixes. Il y a des choses qui sont fixes. Par exemple, la position géographique de Tsaza, elle est fixe. Il est entre l'axe Fès-Oujda et l'axe qui se termine à Tsaza, mais qui va jusqu'à Husseima. Ça, c'est fixe. Il y a trois pôles qui sont proches, trois pôles de développement qui sont pas loin de Tsaza, il y a évidemment Fès Meknès, mais il y a aussi le pôle de Nador Husseima avec le futur port de Nador West Med, et puis aussi il y a Oujda qui s'est érigé en pôle de développement très important après les investissements qu'il y a eu ces 2 dernières décennies. En termes d'infrastructure aussi, il faut noter que Tsaza bénéficie de la ligne ferroviaire depuis 10 ans, depuis toujours, mais maintenant elle a l'autoroute et la route express Tsaza-Husseima qui ont quand même leurs répercussions en passif et en actif. L'autoroute, il y a le passif, il y a l'actif. Parce qu'on peut passer par l'autoroute sans s'arrêter à Tsaza, comme on passait depuis toujours par la ligne ferroviaire sans s'arrêter à Tsaza. Il y a l'aéroport le plus proche, c'est l'aéroport de Fès, mais il est relié maintenant à Tsaza directement par l'autoroute, donc il est directement accessible, ce qui raccourcit évidemment le temps du parcours. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un nouveau mode de gouvernance, c'est vrai, c'est que cette régionalisation qui est qualifiée de régionalisation avancée, et aussi quand on est maintenant en attente d'un nouveau modèle de développement, donc on est à la veille d'ère nouvelle en fait. Ce sont de nouvelles ouvertures qui vont se placer devant tout le territoire national en fait, et bien sûr Tsaza avec. Il y a aussi une nouvelle approche du développement territorial. Ce n'est plus le temps où les villes, les régions, les collectivités territoriales passaient par des moyens plus ou moins de forcing, etc., pour avoir accès à des budgets de l'État ou à des subventions, etc. Maintenant, c'est un autre mode. On parle de référentiel, on parle de planification à long terme, moyen terme et à court terme. Il y a d'abord le SRAT, le schéma régional d'aménagement du territoire, qui devient une référence. Le SDR, le schéma de développement régional, qui est une manière de gérer par phase le SRAT. Il y a le PDP, le plan de développement provincial, qui est aussi entre le moyen et le court terme, il est de 6 ans. Il y a le SDO, qui est un document aussi qui a une vision sur 20 ans. Il y a le PAC, le plan d'action communal. Évidemment, il y a le plan d'aménagement qui représente une manière de réglementer le sol. Donc, c'est aussi une manière d'application des plans de développement territoriaux parce qu'ils donnent accès au sol à la puissance publique, entre autres, en plus du fait qu'il peut attirer les investissements privés par la clarté qu'il donne sur le plan de l'occupation du sol. Il y a aussi, parmi les perspectives nouvelles, l'association de Tsaza avec le bipôle Fès-Meknès, qui est un bipôle très fort, qui est une vraie locomotive, pas loin d'ailleurs de Tsaza. Tsaza maintenant, c'est 1 heure de route, donc en termes de temps, ce n'est pas beaucoup, c'est presque la grande banlieue de Fès. Et donc, le Tsaza a une véritable chance de pouvoir jouer un rôle complémentaire dans la lignée, si vous voulez, dans la continuité de la dynamique de Fès Meknès, mais
qui doit s'appuyer sur la spécificité locale de Tsaza et de ses environs. Tsaza aussi devient aujourd'hui, il y a un site éolien, donc il y a une préoccupation des énergies renouvelables, donc elle est aussi présente sur ce registre-là, qui est un registre d'avenir. Voilà donc un peu, si on peut voir le pourtour global. Maintenant, comment on peut imaginer la préparation d'un nouvel avenir pour Tsaza? Je pense que d'abord, il faut travailler la ville. Parce que je pense que l'espace urbain est aujourd'hui la composante clé dans la dynamique territoriale, dans le développement de manière générale. Et donc, il y a un travail à faire sur la ville. Le schéma directeur actuel de la ville, il est assez récent, il date de 2015, donc il est encore dans sa première phase de mise en œuvre. Il a donné un certain nombre de propositions, même de projets très précis, etc. Mais je vais rappeler aussi quelques éléments, pas parce que ça serait trop long d'en parler dans l'exhaustivité, mais je vais donner quelques éléments phares sur lesquels cette ville doit travailler. Alors, il y a d'abord la maîtrise des risques de toute nature. C'est une ville où il y a des risques. Il y a des risques naturels, les inondations, les glissements de sol, mais il y a aussi d'autres risques tels que la sismicité, etc. Comme il peut y avoir d'autres risques. Il faut maintenant la notion de risque commence à s'étaler davantage. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte de Corona, c'est un risque aussi qui n'était pas prévisible. Donc la notion de risque doit être maintenant plus qu'avant quelque chose qui va en parallèle avec toute action de préparation du territoire, de développement de préparation du territoire au développement. Ce sont des conditions, il figure parmi les conditions d'éligibilité du territoire au développement. Deuxième point, c'est qu'il faut refaçonner la ville. La ville de Tsaza, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'ancienneté du fait qu'elle soit une municipalité, ça a été aussi pendant un certain moment une ville qui a évolué sans référentiel, et puis même après le référentiel, elle a évolué à coup de dérogations. Il y a eu beaucoup de dérogations, c'est même remarquable le nombre de dérogations qu'il y a eu pendant toute la période où la dérogation était à grand usage. Et donc la ville a grandi, mais n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'elle a grandi à coup d'opérations immobilières, ce qui a donné lieu à un mitage de l'espace, si on peut être un petit peu franc, peut-être même un peu méchant à la limite, mais pourquoi pas, on est arrivé à une non-ville. C'est la non-ville. C'est que nous avons donc Tsazaou avec la Médina, la ville noble historique, etc. Nous avons le secteur Moulay Youssef central, etc., qui est un secteur qui a été tracé pendant le protectorat, avec un certain nombre de caractéristiques d'équipement, etc. Et puis nous avons le reste. Le reste, c'est des coûts de lotissement. Donc, pour renverser cette tendance, il y a eu de refaçonner la ville pour lui donner d'abord une macroforme et passer d'un tissu éparpillé à une structure hiérarchisée et bien connectée. La question ici de la connectivité est majeure parce qu'il y a beaucoup de doued, de talveg, etc. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages d'art et tout ça c'est coûteux. Et les opérations immobilières ne prennent pas en charge leur quote-part dans la construction des ouvrages d'art. Et donc, ils sont relayés au calendrier grec, et donc ça fait des extensions qui sont peu accessibles ou accessibles par des détournements qui passent par la route nationale. Et donc, on est dans un schéma de surcharge excessif de la route nationale. Troisième élément, il faut doter la ville des équipements structurants compatibles avec ses ambitions territoriales, lesquelles ambitions territoriales ne sont pas seulement au niveau ou à rendre compatible avec la démographie de la ville. On est dans une ville de 170 000 habitants. Les projections vers 2035 donnent 220 000, 230 000 habitants.
Mais c'est une ville qui a un rayonnement sur un territoire périurbain très important. Donc, quand on pense équipement, il faut penser équipement structurant, non seulement à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle de sa grande périphérie. Exemple, les équipements de santé, nous sommes justement dans une conjoncture qui nous l'impose et qui nous démontre que quoi les équipements de santé devraient être les premiers équipements à bénéficier de l'intérêt de la puissance publique. Il y a le campus universitaire. C'est extraordinaire de savoir que l'université qui était une annexe, c'est une annexe d'une université qui a été créée à Casa. C'est absolument extraordinaire de voir le nombre d'étudiants qu'il y a eu dès les premières années, l'activité de cette université, etc. Donc, il y a eu de passer carrément à un campus comme il se doit, etc., où on peut pratiquer de la recherche, etc., sachant que le campus universitaire figure aujourd'hui parmi les leviers de développement qui sont loin d'être négligeables. La création de plateformes industrielles et logistiques de nouvelle génération, Casa a bénéficié depuis très longtemps d'une zone industrielle sur la route de Hoceima. Il est resté un peu dans la léthargie ou peut-être avec quelques activités industrielles qui n'ont pas une très grande valeur ajoutée, qui ne demandent pas une qualification, etc. Là, il faut passer à des zones industrielles et logistiques d'une nouvelle génération, telle qu'il se passe aujourd'hui sur d'autres territoires du pays. Et puis, travailler la mobilité urbaine, la fluidité, la fréquence, non seulement au niveau de la ville, mais au niveau du périurbain aussi. Et j'ai noté tout à l'heure l'importance du périurbain. Réhabilitation de la Médina est un atout fondamental. On ne construit pas tous les matins la Médina. C'est fait une fois pour toutes, et quand c'est là, c'est un atout qu'il ne faut pas perdre. Et donc, Casa doit s'identifier à sa Médina, et la Médina de Casa doit pouvoir véhiculer la culture de la ville, l'histoire, une civilisation en fait ancestrale. Et donc, c'est un élément très important. Ce n'est pas fortuit de travailler les Médinas et ce n'est pas des fonds que l'on perd. Il y a des retours sur investissement qui sont très importants. Il y a aussi des projets urbains porteurs de nouvelles dynamiques. Le schéma directeur, par exemple, propose un mail central, donc créer la création d'un hypercentre au niveau de l'opportunité foncière du camp Girardot, présenté par le camp Girardot, l'ancien camp Girardot. Il propose aussi le traitement des entrées de la ville. Donc, un certain nombre de projets pour porteurs de nouvelles dynamiques, mais aussi qui sont de nature à hisser l'espace urbain, à hisser l'activité urbaine de manière générale à un niveau élevé, compatible avec une ville qui a une histoire et qui est ancrée dans son territoire. Multiplier les formes, les types et les localisations des espaces de production, parce que on constate, et ça c'est dans toutes les villes, mais c'est encore plus présent dans les villes qualifiées de moyennes, comme Casa, c'est que peu d'intérêt est donné aux espaces de production dans la planification de l'espace et encore moins dans les plans d'aménagement. Donc, il y a à axer l'action sur la création d'espaces de production. Espace de production ne veut pas dire seulement de grandes zones industrielles. On peut penser des petites pépinières d'entreprises, des petites unités d'appui à l'emploi aux jeunes, des petites unités où les jeunes peuvent s'échanger des idées, etc., pour créer leur entreprise et aussi forger leur avenir, etc., des espaces commerciaux, tout ça, c'est des espaces de production. Et puis, éradiquer toute forme d'insalubrité et intégrer l'ensemble des quartiers insalubres et non structurés, c'est aussi un élément fondamental. Les événements, même aujourd'hui, qui ont accompagné le confinement, etc., ont démontré que ces quartiers sont d'un danger imminent si on les laisse pour compte. Et donc, l'action d'intégration est très importante. C'est des quartiers aussi,
l'expérience a montré que ce sont des quartiers qui renferment aussi des potentiels humains qui peuvent être très positifs en matière de développement territorial, en matière d'embellissement de leur quartier, en matière donc de manière générale de participation à un développement social et territorial. Il y a aussi le côté numérique, évidemment. Maintenant, il faut pas négliger cet aspect. C'est un aspect qui s'impose. Et donc, création de l'espace numérique, numériser tout ce qui peut être numérisé au niveau de la ville pour qu'elle reste en phase avec tout ce qui se passe au niveau territorial. Aujourd'hui, ceux qui ratent le train de la numérisation sont en train de rater le train du développement. Et donc, c'est inévitable. Deuxième point, le premier c'était de travailler la ville, le deuxième c'est renforcer l'ancrage de la ville dans son environnement. Parce que travailler la ville c'est bien, mais il faut que cette ville soit dans son environnement, disons, comme un poisson dans l'eau. Donc il faut intégrer le réseau urbain régional et micro-régional. Donc il y a du référentiel. Il y a un travail excellent qui a été fait par la direction de l'aménagement du territoire sur le schéma national d'armature urbaine et sur la stratégie nationale de la promotion des petites villes qui peuvent être entre autres des supports pour que des villes comme Cézanne trouvent leur place dans le réseau national et que les villes qui tournent autour ou les petites villes qui tournent autour trouvent leur place vis-à-vis de Cézanne, c'est-à-dire que ces territoires, que Cézanne ne soit pas détaché de son territoire. Faire de la nature un levier du développement, c'est un élément très, très, très important pour les villes comme Cézanne. Il y a un retour, on le sait maintenant, dans le monde entier, vers la prise de conscience de l'intérêt de la nature. Et donc, à Cézanne, ça ne manque pas. Bon, parler de la nature à Casablanca serait un petit peu, oui, intéressant, mais on sent qu'on est un peu hors territoire. Alors que pour Cézanne, si on parle de la nature, on est dans le territoire. Et donc, faire de la nature un levier du développement, c'est important pour un tourisme écologique, un tourisme. Il y a beaucoup il y a maintenant une population marocaine importante qui est assoiffée de la nature, qui est avide de la nature, parce qu'il y a des coupures maintenant avec la nature dans les grandes villes. Et il y a aussi une population qui est assoiffée de retrouver une qualité de l'espace habité. Il y a aussi un regain d'intérêt pour l'agriculture bio, par exemple, regain d'intérêt pour les forêts, pour les montagnes, et tout ça, ça ne manque pas à Cézanne. Et donc, ce sont autant d'atouts qu'il faut mettre en valeur. Faire aussi de Cézanne une ville verte, non polluée. Donc, le niveau de pollution devient aussi, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Donc, faire de Cézanne une ville verte, une ville non polluée, etc., et peut être un atout important. Et je pense que Cézanne a des atouts pour ça. Les services. Alors, oui, il faut que cette ville puisse attirer les services nobles, les services de première importance, soit en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité, et puis en termes d'attractivité. Il y a des services rendus pour lesquels il faut qu'on se déplace aujourd'hui à Fès ou ailleurs, alors qu'on pourrait les retrouver à Cézanne. C'est possible. Et puis, avec l'ancrage au territoire, etc., cette polarisation peut être confirmée aussi à travers les services. Il y a aussi l'intégration socioculturelle. Nous sommes dans un espace aussi qui est multiculturel. Il y a des cultures, des affinités, il y a même des spécificités culturelles qui sont diversifiées entre l'Atlas, le Rif, le couloir de Cézanne, tout ça, la ville elle-même. Donc tout ça, nous sommes dans un territoire qui est très riche en termes de diversité culturelle. Cela peut aussi être un levier de développement. Troisième élément sur lequel aussi que je considère qu'il peut être un élément d'appui, c'est faire de Cézanne une vraie ville relais. On parle beaucoup de ville relais, de Cézanne comme ville relais, mais ça reste une parole, c'est tout. La ville relais, c'est pas la ville où l'écart s'arrête pour que les gens puissent manger un morceau. C'est pas suffisant pour la taille de la ville de Cézanne. Ça peut être assez impactant.
quand il s'agit par exemple de Ouadamline, et même de Ouadamline dans le temps, maintenant c'est quand même un centre qui a grandi, mais à l'échelle de Taza, ça reste infime. Et donc, ville relais, ça veut dire qu'il faut des zones logistiques compétitives. Oui, on peut être relais par des zones logistiques, on peut être relais par des zones touristiques aussi attractives. Et donc, Taza peut être une ville relais dans un tourisme, pour un tourisme rural, des montagnes, etc. On vient prendre pied à Taza et puis aller rayonner vers les régions et revenir le soir, etc. J'ai parlé des services nobles aussi, c'est un élément qui peut confirmer le rôle de ville relais, et puis l'organisation du commerce. Les circuits commerciaux sont de nature à favoriser le rôle relais d'une ville par le jeu de dépôt-distribution. Quatrième et dernier élément, faire fonctionner la compétitivité territoriale. Oui, un territoire ne reçoit pas le développement comme ça. Même s'il a des atouts, il faut qu'il travaille. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en tant que groupe, c'est le début. C'est un premier pas dans ce sillage. Et c'est du travail humain. Donc, il faut travailler la compétitivité territoriale. J'ai parlé tout à l'heure d'exercice qui devient un sérieux espace compétitif par rapport à Tsaza. Ben, il faut que Tsaza s'en défende avec ce qui est là comme atout, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce qui peut être aussi étalé à d'autres atouts, d'autres perspectives. Donc, il y a à mettre en valeur les atouts, les spécificités de Tsaza qui sont de nature à attirer des investissements et attirer donc le développement. Et il faut axer surtout sur les secteurs d'excellence. C'est-à-dire quand on travaille la compétitivité territoriale, on doit s'appuyer sur les secteurs d'excellence. C'est quoi les secteurs d'excellence? Ce sont les secteurs sur lesquels, pour la ville, il est facile d'exceller parce qu'il a déjà un certain nombre d'atouts, des potentialités propres qui relèvent par exemple du savoir-faire en place, qui relèvent de l'aptitude de la société, etc., etc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au siècle dernier, à la fin des années 80, il y a des zones qui ont reçu en Europe un grand développement des industries, des installations des industries de la, comment ça s'appelle ça, de la micro, je ne sais quoi, c'est les processeurs, on fabrique des processeurs, etc., avec un travail vraiment micro, bien, ils se sont installés dans des zones où il y a une tradition des femmes qui font des dentelles. Donc voilà, ils ont déjà une tradition, ils sont des gens qui ne s'ennuient pas devant un micro-travail pendant des heures et des heures, etc. Donc le savoir-faire en place peut être un élément qui favorise le secteur d'excellence. Il faut chercher, c'est-à-dire le secteur d'excellence, il faut le chercher en profondeur dans la société, dans la culture, dans le territoire. Et puis attirer un autre point aussi dans la compétitivité territoriale, c'est attirer les métiers et secteurs d'avenir, puisque quand on parle de préparer le développement, c'est l'avenir. Le développement, c'est pas le passé, c'est l'avenir. Et donc, il y a des nouveaux métiers aujourd'hui qui s'installent. Ben, ceux qui sont les premiers à être là vont être servis. Ceux qui sont les derniers, ils ne seront pas servis, évidemment, ou ils seront servis peut-être de manière plus difficile ou avec des conditions d'accès qui sont beaucoup plus sélectives. Et donc là, les nouveaux métiers, les secteurs d'avenir, il faut les chercher, trouver comment on peut les intégrer. Avant-dernier point, c'est construire l'image collective de Tsaza. Quand on parle de Fès, tout le monde sait ce que c'est. Quand on parle de Marrakech, tout le monde sait ce que c'est. On parle de Tanger, tout le monde sait ce que c'est. Tanger vit en grande partie, elle doit son tourisme estival à son nom, hein, c'est Tanger. Radin Mchoul Tanja, on va aller à Tanger, c'est tout. Mais Tanger, c'est un très mauvais espace touristique, et, vous le savez certainement, c'est qu'il y a Charkhi en été, il y a, etc. Donc la mer est agitée, tout ça. C'est pas, comparé à Agadir, c'est pas un lieu d'estivage, comment dirais-je, idéal, mais il fonctionne en tant que lieu d'estivage parce qu'il a une image de marque qui a été forgée à travers l'histoire. Donc, quand on forge une image collective
d'une ville, l'économie, le développement peut en profiter, même si c'est, je vais exagérer, même si c'est une image fictive. Et puis, tout ça ne se fait pas tout seul, il faut procéder à un marketing territorial. Donc, le marketing est important ici, à faire un peu par tout le monde, les intellectuels, les investisseurs de la ville, l'autorité évidemment, les conseils élus, etc. Donc voilà un peu, je pense, très brièvement, j'espère que je n'ai pas été long, le pourtour de la question, comme j'ai pu le comprendre. Je ne fais pas de conclusion parce que je pense qu'il faut qu'on fasse la conclusion ensemble, après le débat. Voilà, donc les idées sont celles-là. Je les ai étalées devant vous. J'espère que j'ai été clair. J'espère aussi que j'ai atteint l'objectif qui répond à vos attentes. Merci. Merci beaucoup, Sil Habib. C'est une intervention brillante et tu as mis le doigt sur les insuffisances de la ville, sur les potentialités de la ville, sur l'histoire et sur l'importance, surtout l'histoire de la ville. Est-ce que la ville, ce qu'on peut compter pour le développement, sur ce qu'on peut compter pour le développement de la ville? Je peux rappeler quelques idées, si je ne me trompe pas, donc évoquées par Sil Habib, c'est la planification urbaine, c'est plus que l'urbanisme. La planification territoriale, c'est plus que la planification urbaine. Et quand on parle du territoire, on ne parle pas d'un espace, d'un petit espace urbain, mais d'un espace qui peut glober quand même ou bien intégrer quand même les environs, les marches et même la périphérie même de la ville. Donc, on a la chance d'avoir une ville qui est classée parmi les 33 villes traditionnelles. On est fier d'avoir une ville qui a été déclarée sous forme de municipalité en 1917. Donc, c'est la première ville. Mais la ville, du coup, la ville surtout que depuis, il a subi de contre-coups. Le contre-coup, c'est le manque de la planification urbaine pendant les années 50, les années 60, et le contre-coup de la dérogation qui était très active au niveau de Tsaza. Bien sûr, le découpage régional a joué beaucoup sur l'avenir et les devenirs de la ville. C'est de passer d'une région à une autre région, donc ça a un petit peu impacté le développement de la ville. L'appartenance actuellement de Taza à la région de Fès Meknès, donc et la ville d'Ouguersif qui fait partie d'une autre région, ça constitue une certaine concurrence entre les deux villes. Mais vous avez quand même proposé des axes sur lesquels on peut développer par la suite. On peut travailler pour un développement de la ville, surtout sur la mobilité urbaine. Et surtout, moi, je propose même pas uniquement la mobilité urbaine, mais sur le transport, la connexion. Parce que jusqu'à présent, Taza est lié à Rabat ou à Casablanca à travers, je crois, 2 trains sur 24 heures. Haram, il y a des trains qui arrivent à Fès et qui n'arrivent pas même à Taza ou à Oujda. Donc, quand on parle des trains rapides, qui s'arrêtent à Fès. Donc, c'est le problème de connexion pas uniquement au niveau mobilitaire, même, mais de connexion interville, interrégionale, et surtout que du moment où il n'y a pas le développement de chaque pays, que ce soit dans le domaine touristique, dans le domaine industriel, elle est basée sur la connexion, sur le transport.
s'il n'y a pas assez de transport plus fluide, s'il n'y a pas assez de transport qui est régulier, donc c'est un challenge pour la ville. En même temps, vous avez évoqué sur les projets urbains de la ville, sur les entrées de la ville. Donc, كما كيتقال بالدارجة حنا عمارة الدار على باب الدار. Donc, quand on rentre à la ville de Taza, que ce soit à côté de Fès ou à côté d'Oujda, on ne voit pas qu'on est sur l'entrée de la ville. C'est comme le cas, par exemple, de Tanger ou de Rabat ou de Fès. Donc, c'est parmi les aménagements pour un petit peu dynamiser la ville de Taza. Vous avez proposé vous avez mentionné il faut opter pour redynamiser la ville sur quelques activités économiques, sur les services nobles, sur l'intégration socioculturelle, surtout que la ville de Taza a une diversité culturelle. L'oriental, le Seis, le pré-Rif et le Rif, le Moyen Atlas. Donc, c'est une diversité. En même temps, la ville doit jouer un relais en matière économique, pas un relais comme les petits centres routiers. Donc, c'est un relais économique à travers les zones logistiques, à travers les zones touristiques. Surtout qu'on n'est pas loin du fameux projet du port de Nador. Donc, il doit préparer le terrain pour participer à cette activité sur tout le territoire régional. C'est la compétitivité compétitivité territoriale. Donc, et c'est le marketing territorial encore. Donc, il faut vendre le territoire. Quand on veut vendre le territoire, il faut bien qualifier, développer le territoire pour pouvoir faire un marketing du territoire. On a des potentiels touristiques très importants, que ce soit sur le pré-Rif ou bien le Rif, et on a encore sur le Moyen Atlas. Donc, on doit développer, on doit vendre ce produit-là pour pouvoir jouer ce rôle-là à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Merci, c'est Mohamed El Habib à l'intervention qui est très importante pour nous. Donc, et j'ouvre le débat et je donne la parole à mes amis qui veut intervenir. C'est le Brini. Oui. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Je connais. C'est Aziz. Yeah. Bien sûr, mon ami. Voilà. Tout d'abord, sincèrement, je voudrais. Oui. On ne te voit pas. J'ai un problème de réseau, donc c'est pourquoi j'ai. Pas de problème. Voilà. Donc, sincèrement, je voudrais féliciter monsieur le conférencier, c'est Bgdouri. C'est un excellent exposé. Je trouve qu'il a exposé l'ensemble, je dirais, des éléments qui touchent au devenir de Taza. J'ai aimé la phrase légale. Taza, c'est une ville orientée vers l'avenir. Donc, effectivement, il faut que Taza soit ouverte vers l'avenir via cette connexion sur tout ce qui est métier de monde, etc. Et via aussi les connexions, je dirais, des réseaux, comme je disais, le Brini, ferroviaire, aérienne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Et malheureusement, la région, quand avant, Canada, un côté sur la mer, le Hoceima, etc. Maintenant, il est plus une nouvelle région. Et cela, je pense que ça impacte. Ça impacte, je dirais, la vocation de la ville. La question, c'est que effectivement, quelle complémentarité à chercher à la ville? Il a une certaine compétition, la compétitivité avec Grissif, alors que Grissif, ce n'est que le petit-fils d'El Taza.
Donc là, je pense qu'il faut penser question d'intégration et de complémentarité agressif, mais aussi avec le pôle de face, parce que je pense que il faut jouer sur cet axe et gagner le maximum possible les flux. Qui pourraient être gagnés à ce niveau en termes de tourisme, en termes de commerce, en termes de services, etc. Et il faut trouver une vocation effectivement à ça, une identité effectivement. Rien que parler de côté culture, il n'y a pas un festival Taza. Lorsqu'on parle de festival, je dirais Alegria, on pense directement à Chawen. Lorsqu'on pense à festival Mawazine, directement à Rabat, etc. Il faut que Taza s'identifie dans ce sens, du point de vue culturel. Il y aura pour avoir une identité, etc. Et là, Steve Gduri m'a donné une idée. Effectivement, le passé, c'est le passé. Mais pourquoi pas ne pas réfléchir sur l'inscription de le patrimoine national de l'UNESCO. Avoir déjà le label, ça veut dire beaucoup de choses, etc. Donc, la question, c'est de trouver ces complémentarités et cette question d'intégration et la vocation de la ville. Voilà ce que je peux dire dans ce sens. Merci, c'est monsieur le modérateur, Silbrini. Merci beaucoup, Saad. Merci beaucoup. À vous la parole, mes amis. Silbrini, Oui, si vous permettez. oui, c'est Abdel Hakim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Habib. Vraiment, on est très content et on est très ravis de cette première rencontre et aussi de l'exposé que je qualifie d'excellent. C'est un éclairage important pour nous en tant que groupe Forum de Taza Tanmiya. Vous nous avez éclairé sur Taza, sur le passé, mais sur toutes les perspectives. Donc, merci infiniment. Je vais commencer par le dernier mot prononcé par Habib, c'est le marketing territorial. Et je crois, nous, en tant que groupe de réflexion, forum informel, c'est l'outil qu'on a. Il faut qu'on contribue à ce marketing territorial de par notre position en tant que groupe, mais aussi à titre individuel, chacun dans sa position. Il faut qu'on vende ce territoire, mais aussi qu'on fasse du plaidoyer. Je crois que c'est notre mission en tant que groupe. Nous n'avons pas d'autre routine d'action, mais le plaidoyer et le marketing, c'est notre outil. Et le plaidoyer, on pourra le faire auprès des autorités, auprès des organisations internationales et tout ça. Donc, merci beaucoup pour les recommandations. Le marketing territorial, je crois que ça mérite d'être vendu. Il a beaucoup d'atouts, et que malheureusement, il a été victime de l'histoire de la compétition, du découpage. Mais maintenant, nous nous orientons vers l'avenir. Et c'est un peu ça la mission de notre groupe. Vous avez parlé des secteurs d'excellence. On ne peut pas faire le développement comme ça. Il faut opérer la transformation. Et pour opérer la transformation du développement, il faut avoir des atouts. Il faut exceller dans certains secteurs qui peuvent être le moteur de cette transformation. C'est ça, si on voit l'histoire des différents pays, la transformation s'opère à travers des secteurs, des niches pour lesquelles il faut exceller. Et je crois que Taza, il a des atouts pour lesquels, lorsque je parle de Taza, déjà, on parle de la province de Taza. Taza en tant que ville, avec son entourage, avec son ancrage dans son environnement, dans sa banlieue, dans sa province, dans son bassin de vie qui est la province de Taza. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, j'ai présenté au début les axes un peu d'action de ce forum informel, c'est d'identifier les axes pour lesquels Taza pourra exceller, sur lesquels on pourra faire un focus et pour lesquels on peut faire du plaidoyer, on peut faire du marketing. Et je crois tout ce qui est culturel avec le tourisme, c'est un axe important. Nous avons beaucoup d'atouts en termes de culture, les arts au niveau des tribus. Nous avons le Moyen Atlas, nous avons le Rif, nous avons un peu la zone
entre le Rif et l'Atlas. Nous avons aussi en termes d'art culinaire des atouts importants. Donc, et puis, nous avons un paysage aussi diversifié, le Rif et l'Atlas et la vallée aussi d'Inaoun. Je crois le tourisme avec la culture pourra aussi être un moteur de la transformation et aussi de la création de cette image collective que nous manquons. Vous avez bien évoqué ça, nous n'avons pas une image de Taza. Nous avions cette image avant, on disait savon Taza, parce que Taza, il était connu pour les olives et le savon. Et on raconte encore ces slogans de savon Taza et tout ça, mais on a perdu ça. Donc, pourquoi ne pas renaître un peu l'image de Taza? Et là, je fais référence à un deuxième axe aussi, qui pourra être le moteur de la transformation et l'industrie des olives et tout ce qui est en relation avec l'industrie des olives, les dérivés, les produits pharmaceutiques. Et donc, je crois, c'est un axe aussi pour lequel nous avons discuté et que nous considérons comme un axe moteur, la chaîne de valeur des olives avec toutes les dérivés et tout ce qui peut être aussi exploité et capitalisé par rapport à cet axe. Et nous avons réfléchi à l'axe aussi de la numérisation, vous l'avez bien évoqué. Nous avons aussi notre patrimoine, notre atout, c'est la population jeune avec l'université. Donc nous avons un potentiel aussi en matière de renforcement des capacités des jeunes et de les orienter vers la numérisation. Nous avons vécu la période Covid et tout le monde maintenant est convaincu que nous avons pu survivre grâce à la numérisation. Et je crois que c'est aussi un axe important, vu la population jeune, vu la présence d'une université, un axe aussi important pour lequel on pourra aussi pousser pour opérer cette transformation au niveau de la province de Taza et pas seulement de la ville de Taza. Voilà un peu les réflexions du groupe, les axes d'orientation qu'on a discuté en restreint, qu'on va élargir au grand groupe, mais nous sommes tous convaincus qu'il faut choisir des axes prioritaires. Là, on peut exceller, pour lesquels nous avons des avantages comparatifs pour opérer la transformation. Sinon, si on ne fait pas de priorité, on ne peut pas avancer. Merci infiniment. Merci beaucoup, Cheikh Abdelhakim. Y a-t-il un intervenant? Monsieur le Briné, si vous permettez, Monsieur le Briné, j'ai levé oui, ma main. avec plaisir. Apparemment, vous ne l'avez pas vu. Bonjour tout le monde. Ouais. Bonjour, chers les amis. Tout d'abord, je suis content d'avoir renoué avec des visages que je n'ai pas vus il y a longtemps, dont notamment Abdelhakim Issouf. Ça fait énormément de temps. Donc, on parle au téléphone, on parle, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je tiens à le remercier vivement du fond de mon cœur, parce qu'il était derrière la création de ce groupe, malgré qu'à chaque fois, et ça date des années, qu'on avait ce rêve de revenir à Taza et d'essayer de donner, de rendre à Taza ce qu'on peut rendre à Taza, parce que vraiment, le Khair del Taza, sur nous, c'est un grand, donc c'est une ville, là, on a suivi nos études, que ce soit donc le monde rural ou à la ville, mais je pense que c'est le moment opportun et du coup, je suis content. Pour revenir au sujet, donc je tiens à mon tour aussi à remercier M. Habib pour son intervention et on a voyagé avec lui, donc il nous a essayé de rêver, mais même si il a parlé du point fort et du point faible de la ville, moi dans mon intervention, je vais essayer d'être optimiste, je vais essayer de parler que du point fort de la ville et de ses potentialités. En parlant de la concurrence et la compétitivité avec Gersif ou avec Fès ou avec d'autres villes, Sir Habib il a parlé de l'Hossima et du port de Nador West Med. Moi, je vais évoquer le sujet dans un esprit de complémentarité, comme il a été évoqué avec les amis qui ont intervenu avant moi. Donc, il faut chercher cette complémentarité et se baser sur les axes. Maintenant, personne ne peut nier qu'au jour d'aujourd'hui, la ville de Taza
ils regorgent d'un certain nombre de potentialités sur des axes et sont connus. Donc, il y a l'agriculture à travers l'olivier et à travers les autres produits agricoles. Je cite Al-Kharrob et je vais revenir à ce sujet. Et c'est Abdelhakim Issouf, il a parlé de la valorisation de la chaîne d'olive. Bien sûr, je le rejoins dans sa proposition et de vous demander, de vous proposer de travailler sur sa taxe, mais du bout en bout. Maintenant, qu'est-ce que se fait actuellement sur la ville? Il y a des gens qui récoltent leurs produits, leurs olives, et ils essayent de le vendre ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chaîne de valeur complète de A jusqu'à Z qui commence par la récolte des olives jusqu'à la production du produit cosmétique et les produits dérivés. Malheureusement, donc il y a une dispersion, il y a pas une continuité dans la chaîne de production. C'est, je cite, l'axe du tourisme. Et là, je vais mettre en évidence le tourisme montagnard, le tourisme de la montagne. Donc, nous avons deux montagnes, l'une donc au nord et l'autre au sud. Franchement, à chaque fois que j'ai l'occasion de visiter Ras Lma ou Baboudir, bah, ces endroits, ils n'ont rien à envier à Azro, à Ifrane. À chaque fois, je me demande pourquoi la ville de Tsaza n'a pas eu l'intérêt qu'a eu les autres villes. Mais croyez-moi, c'est grâce à ces initiatives, à l'instar de ce qui a été mené par le comité de ce groupe, que la ville de Tsaza, il peut avoir ses chances, parler comme à l'instar des autres villes marocaines. Donc le tourisme montagnard et le tourisme de la montagne et le tourisme chez l'habitant, ce sont des pistes qui sont prêtes, qu'on peut emprunter si on veut développer le tourisme à la ville de Tsaza. Si je cite le secteur culturel, la ville de Tsaza, c'est parmi les villes au Maroc, là où il y a cette diversité entre la ville moderne et l'ancienne Médina. Et franchement, avant cette initiative, j'ai mené une autre avec l'association des ingénieurs de l'école Mohammedia et on travaille toujours sur un plan d'action. Et lors d'un événement qu'on a organisé l'été dernier à Tsaza, on a eu une occasion d'aller visiter l'ancienne Médina. Mais franchement, il n'a rien envié aux autres Médina, aux anciennes Médina du Maroc. Je cite Fès, je cite Chefchaouen, les villes que j'ai visitées. Donc, pourquoi pas faire de l'ancienne Médina donc un acteur principal pour développer le tourisme à la ville de Tsaza, sans parler dans une intervention, il y a un ami qui a parlé du festival. Bah, il y a quelques années, donc le comité organisateur, je pense que c'est l'agence urbaine ou un bureau communal qui organisait à chaque année le festival de Tsaza. Donc, Mirajan Tsaza, il faut nous chabia. Je ne sais pas pourquoi on a coupé avec ce rituel, avec cette bonne habitude, là où se retrouvaient les Tsazaouis, c'était un moyen, je pense, de distraction pour les Tsazaouis. Sinon, sur le côté infrastructure, effectivement, actuellement, la ville de Tsaza, elle est à quelques minutes, je vais le dire, de l'aéroport de Fès, donc en empruntant l'autoroute, ou à quelques heures de la ville de Hoceima via la voie express, ou très prochainement à quelques heures du port de Nador-Ouest-Med. Et en citant le port de Nador-Ouest-Med, et là je vais rebondir sur quelques propositions qui m'ont précédé, notamment les zones logistiques. Ben oui, pourquoi pas penser aussi à cette piste de mettre en place et de pousser vers la mise en place d'une zone logistique à Tsaza. Une zone logistique pour une industrie légère. On ne va pas chercher de l'industrie lourde, on ne va pas chercher du grand investissement pour rattraper le retard. Donc, on va essayer de quêter des investissements rapides, des investissements qui souffront à la base d'une industrie légère et à la base du digital. Et là, permettez-moi, tout à l'heure, M. Habib, il a parlé du coronavirus, Covid-19, comme un risque. Pour moi, je vais le dire, et pour moi, le coronavirus, il a bouleversé le monde. Pour moi, c'est un tournant. Pourquoi pas profiter de cette
crise et profiter de cette remise à zéro, donc ne serait-ce qu'au niveau du digital ou de la numérisation et la dématérialisation des processus sur tous les niveaux, dans tous les secteurs. Donc, je pense et je propose à ce que un autre axe de développement qui est de mener de projets de digitalisation et de numérisation au sein de la ville de Taza. Et ça sera une occasion pour investir dans le capital humain et pousser et inciter les Tazaouis à revenir à leur ville natale et investir. Là, c'est une piste. Et l'autre, c'est stimuler l'esprit d'entrepreneuriat donc auprès de nos jeunes Tazaouis qui suivent leurs études à la ville. Donc dans l'annexe universitaire dans les centres de qualification et essayer de les encadrer et les pousser et les orienter à s'inscrire dans des branches qui répondent aux besoins du marché et aux besoins de l'emploi. Et pour conclure, je vais vous parler d'un petit projet qu'on est en train de faire dans ma région natale, qui est Kaflgar, qui se situe à 64 km de la ville de Taza vers le nord. Donc, on a mis en place une association et avec nous actuellement, M. Abdelmjid Ouadi, qui est membre du bureau de l'association. Donc, ça fait une année. Donc, on a essayé de mettre en place, des premiers, je ne vais pas dire infrastructures, mais essayer d'aider dans le secteur de l'enseignement. On a essayé d'intervenir, d'aider en partenariat, en concertation avec la direction de l'éducation nationale pour essayer de mettre à niveau l'infrastructure de l'enseignement donc au sein de cette région. Mais en plus, on a dit pourquoi pas mener une réflexion et mettre en place donc un investissement qui sera une occasion ou bien qui va offrir de l'emploi pour la région. Et on a dit pourquoi pas chercher un fonds d'investissement pour mettre en place une auberge donc au nord de la ville de Taza. Donc c'est un projet pour lequel on a mené une étude, elle est prête avec un montage financier, avec tout ce qu'il faut. Donc, et là, le but c'était, pourquoi je vous ai parlé de cette expérience, pour vous dire, chacun de nous, il peut intervenir donc dans sa région natale, d'accord. En même temps, on peut fédérer et travailler ensemble pour l'avenir de la ville de Taza. Et en autre fois, je tiens à remercier le comité organisateur et je remercie M. Habib pour sa présentation, même si que je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme, mais franchement, j'ai appris avec lui que ce soit au niveau de le plan d'aménagement de la ville qui est récent. J'étais content. Franchement, je pensais que c'est un plan qui date des années 2000 ou 2005, mais donc il y a un travail qui se fait. Donc il faut rester optimiste. Et moi, je suis de ce genre. Donc je vais rester optimiste et je suis confiant que la ville de Taza, Inch'Allah, elle retrouvera avec la valeur qu'elle n'a pas eue il y a longtemps et on va rattraper le retard, Inch'Allah. Merci à vous, Sybrini. Merci beaucoup, Si Ali. Donc, s'il y a un autre intervenant. Sinon, je passe la parole à Sir Habib. Bonsoir. Oui. Alors, je vais essayer d'activer ma caméra. Il y a un problème de connexion chez moi. Donc, bonjour Sybrini, Sibdouri, ça fait plaisir de vous revoir et c'est Ali, donc c'est un plaisir de revoir les collègues. Donc, effectivement, je ne vais pas trop tarder, juste pour dire que, effectivement, la dernière fois, on a discuté, on a un groupe restreint et je crois par rapport à ce qui sort du brillant exposé de Sibdouri et vraiment qualifier ces axes sur lesquels nous pouvons tous ensemble se pencher et voir comment on peut contribuer, ne serait-ce que
modestement dans le développement de notre ville qui est Taza. Effectivement, donc, au jour d'aujourd'hui, Taza si on compare Taza par rapport à l'évolution de Taza par rapport à la ville qui était annexe, qui est Guersif, il va beaucoup plus vite que Taza au jour d'aujourd'hui. Et je crois qu'il est temps à ce qu'on prenne de ses potentialités, que ce soit de l'arrière-pays de Taza, que ce soit par rapport au port de Nador West Med, qui est une grande opportunité dans la zone, mais aussi par rapport au parc solaire éolien qui est un grand investissement qui se prépare dans la zone de Taza. Donc, il y a énormément d'investissements qui sont autour. Et puis, puisque Taza il est adossé à la région de Fès Meknès, je crois on peut le prendre comme une opportunité pour voir comment on peut se développer davantage. Voilà, brièvement, je crois la dernière fois, nous avions discuté d'un certain point et comme l'a dit si Ali, par rapport à la valorisation de bout en bout, et comme je le dis moi dans le jargon, il faut industrialiser l'agriculture, et je crois que ça c'est un élément important dans lequel il y a un retour de la valeur ajoutée pour l'agriculteur ou celui qui cultive des olives, etc., au lieu à ce qu'il soit exporté vers l'Espagne et retourner chez nous à des prix, etc. Je crois qu'il faut qu'on contribue, qu'on regarde comment contribuer. Je crois que c'est l'objet de ce plan, ce Green 2030 au jour d'aujourd'hui pour passer à la vitesse de l'industrialisation. Voilà, donc si Brini, je vous remercie de cet excellent, ce premier challenge que nous avons tous, mais je crois que maintenant les choses, je crois par rapport au groupe, on peut démarrer une discussion plus large, et je vous félicite, je vous remercie vivement. Merci beaucoup, Si Hassan. Normalement, on a voulu peut-être commencer le premier débat de ce groupe. Le thème sur la planification territoriale, parce que quand on parle du territoire, peut-être la planification, on touche tous les secteurs. Donc, on part de macro au micro. De macro au micro, et c'était peut-être qui nous a éclairé plus, c'est l'intervention brillante de M. Habib qui nous a donné assez de pistes pour pouvoir travailler sur des pistes à dos, pour essayer de modérer, pour essayer en même temps de demander à Si Ali ou Si Hassan de travailler chacun de son côté pour ficeler quelques petits projets pour rentrer dans la phase peut-être opérationnelle des choses. On a la chance d'avoir avec nous, comme parmi les fondateurs de ce groupe, c'est Aziz. C'est le directeur de la planification, des études de planification au sein de l'Agence de développement du Nord. Et donc, l'Agence de développement du Nord, il couvre la province de Taza. Donc, on va compter beaucoup sur les compétences de ces Aziz pour pouvoir présenter et faire le marketing de cette ville, même essayer de chercher les collaborateurs, les jumelages qui peuvent participer au développement de la ville. Mais quand on a des projets qui sont des projets bancables, des projets qui sont un peu solides, on trouve des bailleurs de fonds, que ce soit privés ou publics, pour pouvoir aller le. S'il n'y a pas, est-ce qu'il y a un autre intervenant? Non. Je cède la parole à Sil Bgdouri pour une petite réaction. C'est le Habib. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est Abdel. Merci, tous les amis. Je suis honoré et content d'avoir fait votre connaissance ce soir. J'espère, Inch'Allah, qu'on se verra de manière directe. Et je vous félicite encore une fois pour ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes plein d'optimisme, c'est très bien. Mais je voudrais, si vous voulez bien,
vous parlez de deux points. Le premier, c'est que je vais le donner sur la base d'un exemple. J'étais responsable des schémas directeurs au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et pendant les années 80. Et quand on élaborait le schéma directeur de Cinza, j'avais rencontré pour la première fois Aoutef Brini. Et je me rappelle très bien de son intervention au niveau de la concertation. Il avait mis à mal le bureau d'études qui était en train de faire le travail. Enfin, il a mis à mal, c'est-à-dire gentiment, c'est-à-dire qu'il l'a poussé à répondre sur des questions qu'il avait évitées, etc. Et il faut se mettre dans le contexte des années 80, c'est pas maintenant. Donc, parler dans un contexte, etc., et puis être à contre-courant, c'est pas donné. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'était, je crois, vers le 1988 ou quelque chose comme ça. Alors, entre 88 et maintenant, il y a 32 ans. Ce que je voudrais attirer, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que le temps passe trop vite. Trop vite. Trop vite. Par rapport à ce que nous avons à faire tous, le temps est trop restreint. Et donc, il faut prendre en considération le temps. Si vous me permettez, vous voyez donc ma tête, vous voyez que j'ai des cheveux blancs. Donc, je peux me permettre de vous donner un petit conseil. C'est que ce que vous êtes en train de faire est excellent, mais il faut qu'il évolue. Il faut que ça évolue vers la formulation des idées de manière claire, vers la formulation des objectifs, vers la précision des priorités, comme l'a dit Youssef tout à l'heure, effectivement, pour concentrer l'action et la mise en place ceci doit évoluer aussi vers la mise en place d'un plan d'action avec un timing, au moins pour apprécier la notion du temps et puis pour aller de l'avant, pour percuter un peu la sphère et peut-être que vous soyez un jour parmi les acteurs du développement, pas un jour lointain, mais très prochainement, que vous deveniez des acteurs. Après avoir forgé des idées, priorités, programmes, etc., que vous vous mettiez à les appliquer. Tout est ouvert maintenant, alhamdoulilah. Notre pays jouit de la démocratie, de l'ouverture. Sa Majesté, alhamdoulilah, Allah a ouvert même avec la Constitution de 2011. Et monsieur, il a grand ouvert toutes les possibilités pour les jeunes, pour tous les acteurs. Et donc, je crois que aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, hier c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, le pôle intellectuel peut être agissant. Parce que, en fait, le pôle intellectuel, le savoir-faire, l'expertise reste dans une certaine mesure jusqu'à maintenant en marge. Il y a quelqu'un qui avait dit depuis longtemps, pendant que les intelligents réfléchissent, les idiots font la vie. C'est-à-dire que quand nous autres intellectuels, on passe le temps à ne faire que réfléchir, on laisse le champ libre pour d'autres qui font de nous ce qu'ils veulent. Et donc, si j'ai un message à vous donner, c'est que essayez de transformer tout ça en action, et c'est possible. Vous avez des idées extraordinaires, vous êtes très optimiste, vous êtes soudé aussi, vous êtes attaché à votre terroir, et sachez que personne ne peut développer le territoire mieux que ceux qui appartiennent à ce territoire, parce que la question d'appartenance est importante. Le nationalisme est basé sur l'appartenance au local. Donc, quand on a une forte appartenance à son douar, à sa famille, à son petit territoire, eh bien, cette forte appartenance, c'est la même qu'on a pour son nation. Donc, ce n'est pas contradictoire, c'est au contraire, ça nous fait qu'ancrer l'appartenance.
Donc voilà, je suis content d'avoir été parmi vous. Je pense que pour comme réaction, c'est celle-là. Sinon, pour les idées, nous sommes, je crois, tous d'accord. Simrini a fait un excellent résumé déjà, tout à fait au début. Il a reflété la totalité des idées. Donc, je pense que je n'ai pas quelque chose à ajouter sur ce plan-là, sauf vous souhaiter bonne chance et souhaiter aussi de vous voir évoluer rapidement parce que le temps passe trop vite. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est Habib. Je cède la parole à c'est Abdel Hakim pour clôturer un mot, pour clôturer ce premier débat et cette première conférence. Merci infiniment, Sébrini, merci infiniment, Habib, merci infiniment aux amis qui ont participé aujourd'hui à ce premier webinaire, à ce premier exercice du groupe. Je crois que à la fin, on est réconforté dans notre façon de voir les choses. J'ai présenté au début la feuille de route et les grands axes, les deux grands axes d'action de ce groupe. Et à la fin, avec les conclusions de ces Habib, on est très réconforté. Dans la mesure où l'axe webinaire, échange, c'est un think tank qui pourra alimenter l'axe action sur le terrain. Et je crois aujourd'hui, on est sorti avec beaucoup d'idées. On a réconforté des idées qu'on a discutées en groupe restreint. On a clarifié pas mal d'idées et qui vont nous permettre d'aller vers l'action au niveau de l'axe d'intervention numéro 1. Si Habib il a beaucoup mis l'accent sur l'action et le timing et la planification, je crois qu'on est convaincu, mais on est sensibilisé aujourd'hui avec le message de ce Habib que par rapport à l'axe action, on doit agir. Et on doit faire vite et on doit s'inscrire dans le temps. Une planification sans timing n'a aucun sens. Mais merci infiniment. Nous avons réussi le premier exercice. Merci à Sébrini qui s'est lancé pour qu'on fasse ce premier exercice de webinaire. Je crois qu'on a réussi. Et puis maintenant, on va penser aux prochaines activités. Donc l'axe webinaire, sûrement, nous avons besoin de continuer les discussions, d'élargir les discussions. Le focus était aujourd'hui sur la ville. On pourra peut-être s'étendre un peu sur le territoire de la province dans sa totalité et avec la jonction ville-rurale. Et puis l'axe action, je crois, on a opté pour 3 axes prioritaires, la numérisation, le tourisme avec la culture et l'agriculture avec le volet chaîne de valeur des olives, l'industrialisation. Ça a été conforté aujourd'hui. Je crois qu'on devra passer à l'action pour commencer à concrétiser, comme ça a été recommandé par Habib, des actions sur papier concrètes. Et je crois qu'on va continuer notre parcours, Inch'Allah. Le démarrage nous encourage. Donc, merci infiniment pour votre participation active et pour la contribution au succès de ce premier webinaire qu'on va mettre à disposition des autres membres du groupe. Nous avons fait l'enregistrement. On va le mettre à disposition et ça reste pour nous aussi un produit intellectuel. C'est très important le contenu. On va l'exploiter, on va le dépouiller sur papier, les idées qu'on a discutées pour qu'on puisse aller vers l'action. Donc, merci infiniment. Et au prochain webinaire, on va discuter au niveau du groupe des organisateurs sur le prochain webinaire pour, Inch'Allah, continuer notre parcours. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci, c'est le Habib. Merci. Barakallahu fikum. Merci beaucoup.